Encore une histoire, cette demi-heure direction Pompéi, où les archéologues ont révélé que les autorités avaient déclaré que l'eau du fleuve était encore potable. De nombreux habitants y vivent toujours. Depuis des siècles, l'Euphrate est au cœur des prophéties des empires et des jugements. Mais aujourd'hui, alors que ces eaux se retirent à un rythme alarmant, un phénomène sans précédent se produit. Un drone doté d'intelligence artificielle a été envoyé à 5,0 mètres sous une portion nouvellement exposée du lit du fleuve. Et ce qu'il a enregistré a stupéfié chercheurs, historiens et croyants. D'étranges vibrations des chambres scellées des armes anciennes, des symboles d'alliance et de jugement surgissant de la boue longtemps restée intacte. S'agit-il simplement d'archéologie ou est-ce une question de timing? Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et découvrons ensemble ce qui se trame peut-être sous l'Euphrate. Alors que les eaux de l'Euphrate continuaient de se retirer, les premiers signes d'un phénomène inhabituel ne se manifestèrent ni dans la pierre ni dans le métal. Ils se manifestèrent par des sons. Les habitants des zones nouvellement exposées de la rive commencèrent à signaler des vibrations de basse fréquence provenant du sous-sol. Au début, c'était subtil. On ressentait plus qu'on entendait un bourdonnement. Puis des enregistrements ont fait surface en ligne. Des sons gutturaux profonds qui résonnaient dans la terre craquelée, suivis de gémissements lointains, presque plaintifs, qui semblaient résonner des cavités souterraines. Certains enregistrements captèrent ce que les auditeurs décrivaient comme des murmures portés par un air immobile. Mais ce qui troublait le plus les observateurs, ce n'était pas le bruit en lui-même, mais sa régularité. Plusieurs enregistrements révélaient un rythme constant, 3 pulsations, une pause, puis à nouveau 3 pulsations. Ni aléatoire ni chaotique, mais structuré. La répétition apparaissait à différents endroits le long du lit asséché de la rivière. Cette constance soulevait une question complexe. Les mouvements géologiques sont rarement rythmiques. Alors qu'est-ce qui produisait cette oscillation régulière? Des ingénieurs et des géologues ont rapidement proposé des explications. La baisse rapide du niveau de l'eau pourrait déstabiliser les cavernes souterraines. L'effondrement des cavités pourrait générer des ondes de pression. Le déplacement des couches de sédiments pourrait produire une résonance à basse fréquence. L'adaptation des canaux d'eau souterrains à de nouveaux régimes d'écoulement pourrait créer des poches de vibrations piégées sous un sol durci. Chaque explication était plausible. Pourtant, aucune ne rendait pleinement compte de la cadence régulière enregistrée. Au fil de l'analyse, la discussion s'est étendue au-delà de la géologie. Depuis des siècles, l'Euphrate revêt une importance prophétique dans les Écritures. Dans le livre de l'Apocalypse 9, 14-15, un passage décrit 4 anges enchaînés sur les rives du grand fleuve Euphrate, réservés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et à une année précis. Un moment de libération lié au jugement. Aucun scientifique n'a confirmé d'interprétation surnaturelle. Aucune déclaration officielle n'a évoqué autre chose que des changements environnementaux. Mais en dehors des laboratoires et des tentes de recherche, le symbolisme était impossible à ignorer. Une rivière longtemps associée à la contrainte s'assèche. Des bruits émergent des profondeurs. Les variations d'eau se répètent à intervalles réguliers. L'imagerie satellitaire confirme une perte d'eau à un rythme sans précédent. Les changements climatiques et les systèmes de barrage en amont fournissent un contexte rationnel. Cependant, lorsque l'eau se retire de lieux qu'elle recouvrait depuis des générations, les structures enfouies ne sont pas les seules à refaire surface. L'air remplit les cavités une fois pressurisé par le poids. La pierre se tasse. Le sol se fracture. Et dans ce tassement, le son se propage. La question reste sans réponse. Ces vibrations sont-elles simplement l'adaptation de la Terre à de nouvelles conditions environnementales? Ou bien nous rappellent-elles que lorsque les frontières s'affaiblissent, ce qui était autrefois refoulé peut se réveiller? Pour l'instant, les pulsations persistent. Faible rythmique, enregistré mais inexpliqué, résonnant sous un fleuve qui a commencé à révéler bien plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Les sons n'étaient pas les seuls à remonter des profondeurs. Tandis que les équipes de géomètres poursuivant la cartographie des sections affleurantes de l'Euphrate, des reflets métalliques commencèrent à apparaître à travers les couches de limon durci. Au départ, on les a pris pour des débris des fragments de ferraille charriés par le courant à l'époque moderne. Mais une fois soigneusement extraits, la vérité est devenue plus difficile à ignorer. Des pointes de lance en bronze, des lames d'épée corrodées, des reliques de guerre longtemps enfouies sous les courants changeants. L'analyse au carbone et les études métallurgiques ont suggéré que certaines de ces armes dataient de plus de 2 ans, ce qui pourrait correspondre aux périodes de conflit de l'époque de l'ancien Israël et des empires environnants. La qualité de fabrication reflétait les techniques de forge du début de l'âge du fer, une métallurgie de transition où l'utilisation du bronze et du fer se chevauchait.
Il ne s'agissait pas d'ornements cérémoniels, mais d'objets destinés au combat. Leur emplacement souleva immédiatement des questions. L'Euphrate n'était pas qu'une simple source d'eau. C'était une frontière entre les civilisations. Des empires l'ont franchi. Des armées se sont affrontées à ses côtés. Des traités ont été signés près d'elle. Le sang qui a jadis souillé les berges du fleuve est aujourd'hui recouvert. Pendant des siècles, l'eau a dissimulé les traces des conflits. Désormais, l'acier et la boue témoignent d'une violence enfouie. Deux hypothèses principales se dégagent. La première est simple. Il s'agit de vestiges de batailles oubliées. Des armées se sont affrontées, des soldats sont tombés. Des armes ont été perdues lors de la retraite ou emportées par les inondations. Au fil du temps, les sédiments les ont scellés jusqu'à ce que la dégradation de l'environnement les mette à nouveau au jour. La seconde théorie s'aventure sur le terrain symbolique. Certains historiens notent que les fleuves de l'ancien Proche-Orient marquaient souvent les frontières des alliances. Les serments étaient prêtés au bord de l'eau. Dans certaines traditions, déposer les armes devant une divinité symbolisait la soumission ou la purification. Ces points de lance pourraient aller au Sénéen métien. Tel est représenté un acte intentionnel, des guerriers déposant les armes devant Dieu. Un renoncement rituel à la violence au bord du fleuve. Aucune inscription ne confirme une telle intention. Aucune tablette ne relate de cérémonie. Seuls des morceaux de métal corrodés mais intacts font surface au moment même où le niveau du fleuve baisse. Le contraste visuel est saisissant. Des armes de guerre émergent d'eau longtemps associées à la paix et à la purification. À mesure que les dolines s'élargissent et que les sédiments s'effondrent, de nouveaux vestiges apparaissent. Chaque lame porte le silence, mais ensemble elles évoquent un conflit autrefois si féroce qu'il a laissé sa marque en dessous. Le courant. Quand la Terre s'effondre, le passé remonte à la surface. Et si ce que nous voyons n'est que le début, que reste-t-il caché plus profondément sous le lit de la rivière? Restez avec nous, car ce qui remontera à la surface pourrait bien remettre en question tout ce que nous pensions savoir des profondeurs. Au plus profond d'un réseau de grottes partiellement inondé sous les rives affleurantes de l'Euphrate, les équipes d'exploration ont découvert un objet qui a immédiatement changé le ton de l'enquête. Reposant dans un bassin peu profond creusé dans la pierre, à moitié submergé dans une eau riche en minéraux, se trouvait un calice en or. Elle n'était pas grande, mais sa conception était indéniablement réfléchie. La structure de la tasse présentait une symétrie et une finesse de fabrication incompatibles avec des récipients grossiers ou utilitaires. Malgré la corrosion autour de la base, le bord supérieur conservait des gravures visibles. Une fois soigneusement nettoyées et scannées, des inscriptions en hébreu ancien et en araméen commencèrent à apparaître. 3 phrases se répétaient sur le porteur alliance sans royaume à venir. Ces mots suffirent à eux seuls à raviver le débat. Les érudits appelèrent rapidement à la prudence. Une analyse stylistique préliminaire suggère que le calice pourrait dater de la période du Second Temple. Des compositions métallurgiques et des techniques d'inscription similaires ont été documentées sur des vases cérémoniels de cette époque. La proximité de la grotte avec d'anciens axes commerciaux pourrait étayer l'hypothèse que l'objet a été caché lors d'un conflit régional, peut-être lors d'invasions qui menaçaient des artefacts sacrés. Aucune chaîne de possession n'a été vérifiée. Aucune inscription directe ne la relie à un événement biblique précis. Aucune preuve définitive de son origine extraordinaire. Et pourtant, son symbolisme est difficile à ignorer. Dans la tradition chrétienne, un calice associé à l'alliance et au sang évoque inévitablement la scène, le moment où Jésus a proclamé une nouvelle alliance avant sa crucifixion. Le concept du Saint Graal a évolué au fil des siècles à travers les légendes, la littérature et la réflexion théologique. Alors que les historiens traditionnels rejettent pour l'existence littérale d'un artefact du Graal préservé, les croyants considèrent souvent ce symbole comme spirituellement significatif. Si ce calice n'est qu'une coupe cérémonielle de l'époque du Second Temple, il reste une découverte archéologique importante. Mais si elle recelait une signification d'alliance plus profonde, pourquoi était-elle dissimulée sous des couches de sédiments, à l'intérieur d'une grotte située sous un fleuve si fortement lié à des frontières prophétiques? Les géologues notent que les grottes le long de l'Euphrate ont subi des modifications importantes en raison des fluctuations du niveau de l'eau au fil des siècles. Les inondations auraient pu transporter des objets dans des recoins cachés. Il est possible que le calice ait été intentionnellement entreposé à des fins de protection, puis perdu
suite à des changements de terrain. Quoi qu'il en soit, le moment de sa disparition intrigue les observateurs. Le niveau du fleuve baisse, des chambres scellées sont découvertes, des armes antiques refont surface. Et voilà qu'un vase d'or, orné d'inscriptions en langue d'alliance, apparaît dans l'obscurité longtemps restée intacte. Aucune autorité officielle ne l'a déclaré sacré. Aucune institution ne l'a authentifié comme légendaire. Pour l'instant, il demeure un artefact étudié suspendu entre histoire et interprétation. Mais la question persiste. Quand un fleuve longtemps associé à la retenue commence à révéler des objets liés à l'Alliance et au sang, est-ce une coïncidence de l'érosion ou une convergence du symbole et du moment? Le calice n'était pas le seul signe troublant à faire surface. Peu après les signalements d'artefacts inhabituels et de vibrations souterraines, certaines portions de l'Euphrate ont commencé à changer de couleur. Ce qui reflétait autrefois des tons bruns et verts dus aux sédiments et aux algues est maintenant apparu rouge foncé par endroits. Tantôt faible, tantôt profonde, elle se répandait uniformément dans le courant plutôt que de rester en surface comme de la boue remuée. Ce sont les habitants du coin qui l'ont remarqué en premier. Les pêcheurs ont hésité avant de jeter leurs filets. Les agriculteurs ont marqué une pause avant de puiser de l'eau pour l'irrigation. La teinte rouge se déplaçait au gré du courant sans former d'amas ni d'îlots. Les responsables environnementaux ont avancé plusieurs explications: ruissellement de minéraux, prolifération d'algues, sédiments oxydés libérés par des berges nouvellement exposées. Dans les régions connaissant des changements écologiques rapides, une telle décoloration n'est pas impossible. Mais ensuite, quelque chose d'autre s'est produit. Des centaines de grenouilles ont commencé à apparaître le long d'une étroite portion de la rive, non pas dispersées au hasard, mais fortement concentrées à un endroit précis où la décoloration de l'eau était la plus visible. Les biologistes ont souligné que les fluctuations du niveau de l'eau perturbaient les habitats des amphibiens. La baisse du niveau de l'eau a peut-être contraint les groupes reproducteurs à se concentrer dans des zones plus restreintes. Le stress environnemental peut engendrer des comportements animaux inhabituels. Scientifiquement, cela s'expliquait. Symboliquement, cela nous semblait familier. Dans le livre de l'Exode au chapitre 8, des grenouilles envahirent le pays lors de l'une des 10 plaies d'Égypte. Le Nil se changea en sang avant cet événement. Cette séquence, et eau rouge puis grenouille, est profondément ancrée dans la mémoire biblique. Aucune autorité officielle ne déclara qu'il s'agissait d'une plaie. Aucun scientifique crédible n'avança d'explications surnaturelles. Et pourtant, les images d'une eau rouge coulant sous la lumière du désert, tandis que des grenouilles se rassemblaient en une densité anormale, ont éveillé quelque chose qui dépassait l'analyse de laboratoire. Les motifs comptent. L'eau change de couleur. Les amphibiens pullulent. La rivière, longtemps associée à une retenue prophétique, continue de s'assécher. Les modèles environnementaux peuvent rendre compte de chaque facteur indépendamment. Mais lorsque des événements s'enchaînent, changement de couleur suivi d'une explosion biologique, les observateurs se demandent naturellement si ce calendrier a une importance qui dépasse le cadre de la chimie et du climat. Les catastrophes antiques n'ont pas toujours entraîné de destruction immédiate. Souvent, tout a commencé par des signes de perturbations environnementales qui ont semé le trouble avant de tout submerger. S'agit-il simplement d'un déséquilibre écologique en réaction à l'intervention humaine et au changement climatique, ou bien d'un rappel visuel qui résonne à travers l'histoire? Pour l'instant, la rivière poursuit son cours, ses teintes rouges s'estompant et réapparaissant par cycle. Les grenouilles se dispersent aussi vite qu'elles se sont rassemblées, mais le souvenir persiste plus longtemps que l'eau. Aimez cette vidéo, partagez vos impressions ci-dessous, abonnez-vous et restez avec nous, car ce qui émergera ensuite approfondira encore davantage le symbolisme. Alors que le niveau de l'eau continuait de baisser par endroits, une formation massive a commencé à faire surface sous les couches de sédiments, dans une zone riche en minéraux près du lit de la rivière. À première vue, elle ressemblait à du bois carbonisé noirci par le temps, mais un examen plus approfondi a révélé quelque chose de plus inhabituel. Une surface texturée, comme de l'os minéralisé fracturé mais unifié, s'étendant horizontalement sur une large portion de sol exposé. Son extérieur était recouvert d'épais dépôts de sel et de cristallisation, semblables à du soufre durci, par des années d'évaporation et des conditions environnementales extrêmes. Ces couches minérales formaient des crêtes irrégulières, le long des contours de la structure, créant l'impression visuelle de côtes ou de vertèbres incrustées dans la terre. Sous certains angles, la formation paraissait étrangement organique, comme si quelque chose d'autrefois vivant avait été préservé sous le sel et le temps. Les géologues ont proposé des explications concrètes. Le bois pétrifié, soumis à la pression, à la chaleur et à la saturation en minéraux, peut se fracturer en formant des motifs qui ressemblent à des os.
Dans les systèmes fluvio-arides, les fluctuations du niveau de l'eau accélèrent la cristallisation des minéraux. Le bassin de l'Euphrate, notamment dans les zones à forte salinité, est connu pour la rapidité de la sédimentation minérale lors du retrait des eaux. D'un point de vue scientifique, cette formation ne contrevient donc pas aux principes géologiques. Pourtant, arrêtez-vous un instant. Regardez les images. Une vaste structure osseuse émergeant d'un sol incrusté de sel le long de l'un des fleuves les plus importants de l'histoire du monde antique. L'Euphrate est mentionné à plusieurs reprises dans les textes bibliques, souvent associés aux frontières aux empires et au symbolisme prophétique. Dans le livre d'Ézéchiel 37, le prophète décrit une vallée d'ossements desséchés des vestiges dispersés, symbolisant la restauration après le jugement. Les érudits s'accordent à dire que ce passage est métaphorique, faisant référence à un renouveau spirituel et national, et non à un événement géologique littéral. Pourtant, le symbolisme a cette fâcheuse tendance à ressurgir lorsque les paysages se transforment. Pourquoi ces formes apparaissent-elles maintenant, alors que le niveau des rivières fluctue et que des terrains longtemps enfouis deviennent visibles? Pourquoi les fractures minérales ressemblent-elles autant à des images de squelettes? Pourquoi cette exposition se produit-elle précisément au moment où les contraintes environnementales remodèlent l'une des voies navigables les plus mentionnées de l'histoire? Il n'y a aucune inscription gravée sur cette structure, aucun artefact qui y soit attaché, aucun outil ou vestige intégré qui en révèle une signification définie. Il s'agit simplement de matières minéralisées, révélées par des processus naturels. Peut-être est-ce uniquement dû à la géologie. Peut-être que la cristallisation du sel et la compression des sédiments ont façonné cette ressemblance par pure coïncidence. Mais lorsque la Terre révèle des formations qui reflètent si fidèlement l'imagerie antique, même les observateurs les plus prudents hésitent avant de rejeter d'emblée ce symbolisme. L'Euphrate a longtemps représenté la division, l'Empire et la prophétie dans les textes historiques. À présent, tandis que ses eaux se retirent, elle révèle des formes qui ressemblent aux vestiges d'une civilisation disparue depuis longtemps, préservée dans le sel et les sédiments. S'agit-il simplement d'une minéralisation naturelle? Ou bien le paysage fait-il parfois écho au récit que l'humanité porte en elle depuis des milliers d'années? La structure fait toujours l'objet d'études scientifiques. Son interprétation reste ouverte. Non loin de cette formation osseuse exposée le long de la rivière, une autre structure a commencé à attirer discrètement l'attention. À mesure que des pans de boue séchaient et se fissuraient sous le soleil du désert, une masse cristalline jaune pâle émergeait des sédiments. Au premier abord, elle ressemblait à de la mousse durcie, figée sur place. Mais à mesure que les chercheurs dégageaient davantage le sol environnant, sa forme devenait plus définie, incurvée, enroulée, s'élevant légèrement à une extrémité comme figée, en plein mouvement. La surface était densément recouverte de cristaux de sel étroitement superposés, réfractant la lumière selon des angles aigus. Dans plusieurs zones, des traces de soufre ont été détectées au sein de la croûte minérale. La concentration était exceptionnellement élevée, même pour une région connue pour ses gisements salins. Les géologues ont réagi rapidement. Une cristallisation minérale rapide peut se produire lorsque des eaux souterraines très salées s'évaporent sous l'effet d'une chaleur intense. Le bassin de la mer Morte est l'un des environnements les plus riches en minéraux de la planète. Lorsque des poches de sel souterraines sont exposées à l'air et aux variations d'humidité, des formations cristallines peuvent se développer rapidement et de façon spectaculaire. En termes simples, il pourrait s'agir d'une réaction chimique. Mais vu de loin, la masse présentait une ressemblance troublante avec un corps enroulé, allongé, arrondi, presque serpentin. La forme n'était pas parfaitement symétrique, mais elle était suffisamment distincte pour stimuler l'imagination. Et dans cette région, l'imagination est rarement dissociée de la mémoire. Dans le livre de la Genèse 19, la destruction de Sodome et Gomorrhe est décrite à l'aide d'images de soufre et de feu. La terre laissée derrière elle était marquée par le sel et la désolation. Au fil des siècles, le sel est devenu un symbole de jugement de préservation à travers la dévastation. Là encore, aucun scientifique n'a établi de lien entre cette formation et un événement biblique. Aucune autorité n'a évoqué de cause surnaturelle. Le sel remonte fréquemment du sol dans cette région. Les gisements de soufre sont bien documentés. Pourtant, le contexte temporel ajoute à l'inquiétude. L'eau se retire, les sédiments s'effondrent des structures autrefois enfouies sous la boue émergent. Et maintenant, de ce même paysage historiquement associé au feu et au sel, une masse cristallisée se dresse en spirale. Il pourrait s'agir simplement d'une réaction minérale à l'exposition environnementale. Mais lorsque le sel remonte des profondeurs de la Terre, au lieu de se dissoudre dans l'eau, le phénomène prend tout son sens.
dans les langues anciennes. Le sol était symbole de conservation et d'avertissement. Il symbolisait les alliances et leurs conséquences. Aujourd'hui, il peut simplement refléter l'évaporation et la pression. Pourtant, au gré des cours d'eau et des lieux autrefois scellés, qui s'ouvrent, chaque nouvelle découverte semble faire écho au même thème. Ce qui était recouvert n'est plus caché. De toutes les découvertes enregistrées lors de la descente du drone sous l'Euphrate, aucune n'a suscité autant de malaise que ce qui est apparu dans la séquence finale. À moitié enfouie sous les sédiments légèrement inclinés sur le côté, gisait une statue de pierre. Au premier abord, elle ressemblait à une figure humanoïde ailée. Mais à mesure que le drone ajustait son angle et augmentait l'exposition à la lumière, les détails se précisaient. Les ailes étaient déployées, mais pas en vol, rigides, presque figées. Le torse était allongé, sculpté d'arêtes vives, plutôt que de lignes fluides. Et le visage était déformé, non pas abîmé par l'érosion, mais sculpté avec des traits exagérés. Des yeux creux, une bouche serrée, une expression figée quelque part entre l'angoisse et la défiance. Il n'y avait ni piédestal, ni inscription, ni marque divine identifiable correspondant aux figures mésopotamiennes connues. Plus frappant encore que la statue elle-même était sa position. Elle ne semblait pas avoir été renversée par un effondrement. Elle paraissait avoir été placée intentionnellement puis immergée. Les sédiments environnants suggéraient un enfouissement de longue durée plutôt qu'un déplacement récent. Des parties des ailes étaient enrobées d'une croûte minérale, comme scellées au fil des siècles par la pression de l'eau et l'accumulation de limon. Les archéologues ont immédiatement mis en garde contre toute interprétation sensationnaliste. Les figures ailées sont fréquentes dans l'art du Proche-Orient ancien. Les cultures assyriennes, babyloniennes et perses représentaient souvent des êtres hybrides. Les esprits protecteurs et les gardiens symboliques portaient souvent des ailes.